Partout dans le monde, les grandes fêtes populaires sont l'occasion de se réunir dans une ambiance où règne la joie, le partage et la gaieté. Les plus symboliques sont celles qui marquent les grandes étapes clés de la vie, comme la naissance, le mariage ou encore la mort. Toutes ces cérémonies débordent de couleurs, de vie et d'énergie. L'une d'entre elles célèbre l'amour et le mariage et se déroule dans les montagnes du Haut-Atlas en Afrique du Nord. Chaque année, les Berbères du Maroc se retrouvent au moment de la moisson. Ce rassemblement est l'occasion idéale pour faire du commerce et des provisions pour l'hiver. Mais cette fête offre surtout aux jeunes gens l'opportunité de trouver l'âme sœur et de se marier devant toute la communauté. Que la fête commence! Avec leur relief accidenté, ces plateaux montagneux déserts sont impressionnants. Ils sont habités depuis des siècles par les Berbères, qui vivaient là bien avant la conquête du Maroc par les Arabes. On attribue souvent l'origine du nom berbère à l'arabe al-Barbara, qui désigne ceux qui parlent une langue incompréhensible. Mais eux se nomment Imazighen, le peuple libre. Ils sont traditionnellement nomades et déplacent leurs troupeaux à travers les vallées et les hauts pâturages. Divisés en clans et en tribus, ils protègent jalousement leur indépendance et beaucoup vivent à l'écart dans ces régions montagneuses. Ils ont leur propre langue. Sur les 10 millions de Marocains qui vivent dans le centre de l'Atlas, près de 3 millions parlent le tamazight, la langue berbère. Comme partout dans le monde, la vie des Berbères a changé au fil des années. Aujourd'hui, de plus en plus d'hommes et de femmes s'installent dans des maisons et des villages et renoncent au nomadisme. Les téléphones portables et les antennes satellites assurent la connexion avec le monde extérieur. Et les camions ont bien souvent remplacé les chameaux et les ânes traditionnels. Chaque année en septembre, les tribus des Aïtadidou se rassemblent pour célébrer un moussem renommé, la fête des fiançailles. Près d'Imilchil, les camions et les grues s'activent pour préparer la place de la fête. Elle a lieu dans un village isolé qui abrite le tombeau du marabout Sidi Ahmed Oumgani, saint patron des bergers et protecteur du bétail. Pour les couples, c'est un lieu de mariage sacré. Mais c'est aussi l'occasion d'un gigantesque marché. Dans les jours qui viennent, une ville de tentes va fleurir et quelques 30 000 Berbères vont affluer vers ce village de montagne isolé pour assister à cette fête qui a au moins 5 siècles. Il ne reste plus que 3 jours avant le début du festival des fiançailles et le site n'est toujours pas prêt. La grande zone pavée qui sera au centre des événements est encore en chantier. Mais les premiers marchands arrivent déjà, dans l'espoir d'obtenir les meilleurs emplacements. L'homme qui organise le festival et qui doit gérer toute cette foule est Mohamed Ouja. Il sait exactement où chaque marchand doit se placer. Il y a le coin des vendeurs de robes, de soie et de vêtements. Là-bas, c'est pour les cafés et les restaurants. Les forgerons et les vendeurs de fruits secs ont leur emplacement de ce côté. Le plateau est réservé au bétail. Il y a des chameaux, les vaches, les mules et les moutons. En bas, il y a ceux qui rédigent les contrats de mariage. En haut, il y a les musiciens et tout le folklore. Et cet endroit, c'est pour célébrer les mariages berbères traditionnels. Les Berbères du Haut-Atlas
n'aiment pas qu'on fasse intrusion dans leurs traditions publiques et privées en rapport avec le mariage. De nombreux touristes viennent à Imilchil pour le Moussem, mais rares sont ceux qui auront le droit d'assister à la célébration des mariages. C'est évidemment dans la maison du futur marié que l'on s'affaire le plus. C'est là que la fiancée viendra s'installer après la cérémonie et il faut se dépêcher pour que tout soit prêt avant son arrivée. Les hommes de la famille s'attaquent à la peinture. Il y a le futur marié, Mohamed, 26 ans, son frère Abdullah et son père Zaïd qui est content du travail de ses fils. Ils font du bon travail. Ils doivent savoir peindre. J'ai dit que si c'était pas bien fait, je ne vous paierai pas. Tu ne nous paieras pas? C'est un gros travail, car ils ont construit une extension à la maison principale afin de loger 2 couples. Abdullah aussi va bientôt se marier. Mohamed est impatient de convoler et il espère que la décoration plaira à sa future épouse. Et si Fatima n'aime pas la couleur? Si ça ne lui plaît pas, tu devrais repeindre d'une autre couleur. Tu dois respecter ses goûts. Oui, mais je préfère cette couleur. Dans ce cas, tu devras diviser la maison en 2. D'accord. Si elle aime le noir, je repeindrai la moitié de la pièce en noir. Et je laisserai l'autre moitié en orange. Mais j'espère quand même que l'orange lui plaira. Mohamed n'a rencontré sa future épouse que 2 fois. La première, ils ont parlé pendant 1 heure, et la deuxième, ils ont établi un contrat. Mais pour lui, ce mariage, c'est son choix. Quand je l'ai vue, elle m'a tout de suite plu. Je me suis dit, c'est elle. Aujourd'hui, les jeunes ont tendance à choisir eux-mêmes leur future épouse. Après la rencontre, si un garçon est sûr de son choix, il dit à ses parents comment elle s'appelle et où elle habite. Le père se rend ensuite chez les parents de la jeune fille et lui demande sa main. Tout ce travail donne faim. La famille se réunit pour un repas qui est le bienvenu. Le rituel des ablutions est important pour les Berbères, parce qu'ils mangent avec la main droite. Aujourd'hui, c'est Afida, l'une des filles de la famille, qui verse de l'eau sur les mains des hommes. La famille va déguster un plat traditionnel connu dans le monde entier. Son nom vient du plat de cuisson en terre cuite surmonté d'un couvercle conique. C'est un délicieux tagine aux pommes de terre et au safran. Chacun se sert avec du pain cuit au four. Heinou, la belle-mère de Mohamed, a hâte d'accueillir sa nouvelle épouse. Je veux que la femme de mon fils m'aide à la maison, qu'elle fasse la cuisine et le ménage. Et je veux aussi qu'elle m'aide dans les champs, surtout au moment des récoltes. Heinou n'ira pas au festival. Zaïd et ses fils s'y rendront pendant qu'elle s'occupera de la maison et de la ferme. Mais elle se souvient très bien de son propre mariage et de ce qu'elle a ressenti ce jour-là. J'étais à la fois heureuse et effrayée. C'est ce qu'on ressent quand on se marie pour la première fois. Zaïd est le deuxième mari de Heinou. Elle a divorcé de son premier époux. Dans l'islam, ce n'est pas honteux de divorcer. Mais elle est contente que les temps aient changé et que les femmes aient une plus grande liberté de choix que lors de son premier mariage. Quand j'ai rencontré mon premier mari, on a un peu parlé
Et il m'a dit qu'il m'aimait. Quand il m'a demandé en mariage, j'ai refusé. Mais mon père a insisté pour que j'accepte. C'était une erreur. Enou est beaucoup plus heureuse avec Zaïd. Mais son histoire montre que les mariages célébrés dans la tradition berbère peuvent être un échec. Sur le site du festival, il y a un problème qu'il faut rapidement régler, car il concerne la tente où tous les mariages doivent être célébrés. Les ouvriers n'ont pas les bons mâts et ils passent de nombreux coups de fil pour essayer de les récupérer. De plus en plus de marchands commencent à décharger leurs produits colorés. Parmi eux, se trouve un groupe de femmes qui a monté une coopérative afin d'obtenir un peu d'indépendance. À leur tête, Fatima Moumoua. Nous sommes venus au Moussem d'Imilchil pour fabriquer et vendre du pain. Mais nous voulons aussi montrer nos autres produits et trouver des aides. Nous voulons que notre coopérative soit dirigée par des femmes. Il y a un homme parmi nous, mais ça ne fonctionne pas très bien. La tente est enfin montée et solidement fixée. L'équipe de Monsieur Ouja est soulagée et ravie. Ce sera la pièce maîtresse du festival. Malgré tous les problèmes à régler et les délais à tenir, Monsieur Ouja ne perd jamais le sourire. Bien sûr que j'aime mon métier. J'aime organiser les choses et j'aime ce que je fais. La légende qui a inspiré cette fête annuelle est à la fois romantique et tragique. Sur cet immense plateau du Haut-Atlas se trouvent deux lacs. Le lac Tizlit, la fiancée en langue tamazight, et le lac Izli, qui signifie le fiancé. Les Berbères se sont toujours disputés ces hauts pâturages, ce qui donnait lieu à d'incessants conflits entre les tribus. Et c'est de là que vient la légende des deux lacs et des Roméo et Juliette berbères originaires de tribus différentes. Lassène Noubou, qui participe au festival, nous la raconte. Ils sont tombés amoureux et ils ont voulu se marier. Mais il y avait beaucoup de problèmes et d'incompréhension entre leurs tribus. Elles étaient ennemies et les parents du garçon ont refusé qu'il épouse cette fille. Cette déception a fait beaucoup pleurer la fille d'Ehaït Yaza et le garçon d'Ehaït Ibrahim. Et leurs larmes ont donné naissance à ces deux lacs. Lassène est un berbère instruit. L'éducation que lui et les siens ont reçue leur ont ouvert de nouvelles opportunités. Il en est fier. Cette hutte en pierre, près du lac Izli, montre le chemin qu'il a parcouru. C'est ici qu'il vivait avec sa famille l'été, quand il faisait paître les moutons dans les hauts pâturages. Nos parents ne voulaient pas qu'on étudie. Mais par chance, j'ai réussi à finir mes études. Il y avait une école dans mon village et ça m'a beaucoup aidé. Pendant les vacances, je revenais travailler avec mon père. Mais quand il a vendu les moutons, j'ai pu finir mes études. Lassène voudrait que ses propres filles aient aujourd'hui la même chance. Je leur souhaite un brillant avenir. Je veux qu'elles étudient et travaillent dur pour avoir un poste élevé, pour faire avancer la région et éradiquer la pauvreté. Sa vision de l'avenir pour les femmes berbères est encore assez éloignée de la réalité. La fiancée de Mohamed s'appelle Fatima.
Elle a 23 ans et n'a jamais quitté son village natal. Pour sceller les fiançailles, Fatima et sa famille ont reçu des vêtements, du sucre et du henné de la part de la famille de Mohamed. La jeune fille est d'une grande timidité et appréhende le changement que le mariage va apporter dans sa vie. Mais Fatima va se retrouver dans une famille prospère et son père est sûr que le mariage sera une bonne chose. Je leur souhaite beaucoup de bonheur et de satisfaction. Je demande à Dieu de les bénir en leur donnant de l'argent et des garçons. Et bien sûr, de leur accorder une longue vie. Mais la mère de Fatima appréhende le départ de sa fille. Orpheline très jeune, elle n'a pas connu enfant la protection de la famille, et voir sa fille quitter le foyer est une épreuve pour elle. J'adore ma fille et j'aimerais la garder auprès de moi. Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas la coutume chez nous. Il arrive que des futurs mariés soient nerveux à la veille d'un événement aussi décisif qu'un mariage. Et Fatima envisage son avenir avec une certaine appréhension. Mohamed, son fiancé, travaille dans la ferme de ses parents qui produit du maïs et des pommes de terre. L'agriculture est très importante pour de nombreux berbères qui vivent de la terre, même s'ils continuent à faire paître leurs moutons et leurs chèvres dans les montagnes l'été. Pour les berbères, l'agriculture reste un travail principalement manuel. Ils font les récoltes à la main et en général, les champs sont assez petits. Ils peuvent facilement irriguer les cultures grâce aux torrents des montagnes environnantes. Cette année, la récolte doit impérativement être bonne parce qu'un mariage coûte cher. Surtout chez les berbères, où la mariée n'apporte pas de dot. Il faudra acheter de nouveaux vêtements et de nouveaux tapis pour la nouvelle épouse, mais Mohamed est convaincu qu'elle le mérite et il espère faire un bon mariage. Que Dieu bénisse notre mariage et qu'il nous guide vers le droit chemin. J'espère vivre heureux et j'espère que ma chère épouse obéira à mes ordres. Même si ça lui plaît pas. Voilà ce que j'espère. Sur le site du festival, Monsieur Ouja s'assure de trouver le bon emplacement pour chaque marchand. Un vendeur de légumes sait exactement où il veut installer ses marchandises. Son produit phare, un aliment qui rend les dents jaunes quand on le mâche. Ici, le canon de beauté, ce sont les dents jaunes et non les dents ultra blanches. Mais tout ça laisse Monsieur Ouja de marbre. Il veut que le vendeur de légumes s'installe ailleurs, mais l'homme aime cet emplacement et il ne veut pas partir. Monsieur Ouja insiste, soutenu par des hommes en uniforme. Après tout, c'est une mission officielle dans un festival qui intéresse fortement le gouvernement. Ça ne plaît pas du tout au marchand qui reste le plus près possible de son emplacement favori. À la fin de la journée, le marché commence à prendre forme. Dans quelques jours, il régnera ici une agitation extraordinaire. Le lendemain, à l'aube, avant que le marché ne s'anime, tout le monde doit dire la prière du matin.
Le jour se lève dans le village de Mohamed. Son père Zaïd est déjà au travail. Il prépare le taureau qu'il va vendre au marché. Il compte sur cet argent pour financer le mariage. Je le brosse pour qu'il soit tout beau. J'aimerais en tirer un bon prix. Il nous faut de l'argent pour acheter tout ce qu'il faut pour le mariage. C'est pas donné. Il faudra un camion pour conduire la bête jusqu'au marché. Les fermiers ne sont pas tous motorisés, mais quand le camion arrive, tout le monde apporte son aide pour faire grimper la bête à bord. Les heures qui viennent seront capitales pour Mohamed. J'espère vendre ce taureau 17 500 dirhams, si Dieu le veut. Le village a été transformé en immense marché et chaque secteur correspond à un domaine spécifique. Dans le marché au grain, il y a deux types de blé. L'un réservé aux animaux, l'autre à la fabrication du pain. C'est une denrée vitale pour les Berbères du Haut-Atlas. Ceux qui vivent dans les zones les plus reculées font des stocks pour une année entière. Le marché aux ânes est un endroit où les prix sont âprement négociés. Ce mélange de tradition et de modernité est un bon résumé de la vie berbère. Si les camions sont fréquents, les déplacements à dos d'âne restent la norme. Mais c'est le marché aux taureaux qui intéresse surtout Mohamed. Il est accompagné par son père et son frère pour cette transaction de la plus haute importance. Il étudie le prix et l'âge des taureaux à vendre d'un œil averti. Tout à coup, un acheteur marocain avise le taureau de Mohamed et lui en propose 15 000 dirhams, soit l'équivalent de 1 400 €. Mohamed juge la somme insuffisante. Il veut obtenir un meilleur prix pour couvrir les frais du mariage à venir. L'acheteur est déçu que son offre soit rejetée, mais Mohamed tient bon. Ça ne convient pas. Il va falloir me faire une meilleure offre. Ce prix ne va pas du tout. Les enjeux de ce marché sont très importants pour les participants. Fatima Moumoua, de la coopérative des femmes, a voyagé pendant 6 heures pour arriver jusqu'ici. Un voyage qui lui a coûté l'équivalent d'une centaine d'euros. C'est beaucoup d'argent pour elle. Elle devra vendre au moins 800 miches de pain chaque jour du festival, rien que pour rentrer dans ses frais. Jusqu'à présent, elle n'en a vendu que 100. Mais il faut que ça marche. Notre village est très pauvre. Je sais faire plusieurs choses, comme coudre et fabriquer des tapis, mais il n'y a pas de travail. C'est terrible d'être dans cette situation. Il ne faut pas dépendre de ses parents, il faut être indépendant. Dans mon cas, mes parents ont divorcé quand j'étais petite. J'ai dû très vite devenir indépendante. J'adore travailler avec des femmes parce qu'elles m'écoutent davantage. Les hommes peuvent partir très loin pour trouver du travail. Nous, les femmes, nous préférons travailler dans notre village plutôt que de partir.
J'espère que nous trouverons quelqu'un pour soutenir notre coopérative. Il y a tellement de filles qui arrêtent l'école très tôt et qui ont besoin de travailler. Je suis contente que le village se développe. Fatima a de grosses responsabilités. Ses parents sont divorcés et elle se sent très seule. Même cette jeune femme au fort tempérament cherche le bonheur à ce festival. Oui, j'aimerais me marier. Surtout si je trouve la bonne personne. Il faut que ce soit un homme beau et gentil. Les divorces sont nombreux dans cette société. Une plus grande liberté de choix permettra peut-être d'aboutir à des mariages plus solides. Même si le taux de divorce est aussi très élevé dans les sociétés occidentales, où le choix individuel est la norme. C'est la veille des cérémonies de mariage et la confusion règne sur les préparatifs. Les 38 couples devant se marier le lendemain ont tous été convoqués devant le juge du tribunal d'Imilchil. Apparemment, c'est une procédure totalement inhabituelle. Fatima est déjà arrivée et entre dans le bâtiment. Mohamed arrive un peu plus tard. Il y a beaucoup de va-et-vient ce matin. La scène nous donne l'explication officielle de cette procédure. Dedans, il arrive le juge ce matin pour vérifier les dossiers des candidats qui vont se marier demain, mais demain l'acte avec l'autorisation de mariage. Ces convocations préalables ont pour but de vérifier que tout est en règle. La fête traditionnelle doit se conformer à la législation en vigueur. C'est un sujet sensible au Maroc, d'où le soin apporté à ces questionnaires. En 2004, la réforme de la Moudawana, le code de la famille marocain, visait à améliorer la condition de la femme. Elle a en particulier interdit le mariage des femmes contre leur gré, scrupuleusement limité la polygamie et fait passer l'âge légal du mariage à 18 ans. Une fois sorti du tribunal, Mohamed raconte à la scène ce qu'il s'est passé. Il y a plein de couples qui ne sont pas venus alors qu'ils étaient convoqués. Tous les couples devaient venir au tribunal, sauf ceux qui vivent loin ou qui n'ont pu être prévenus. Et si je n'étais pas venu? Ils vont vérifier tes papiers et tout sera prêt pour demain. Les cafés d'Imilchil sont l'endroit idéal pour se remettre de toute cette agitation. Mais on y parle aussi affaires. Les jeunes gens s'y distinguent par leur attitude et leur espoir. Mehdi Chabou prend un café avec des amis. Il étudie l'anglais à l'université. Il aime la vie à Imilchil, où sa famille tient un hôtel. Mais il espère améliorer sa situation grâce à l'instruction. J'ai poursuivi mes études parce que c'est la clé du succès et le moyen d'échapper à la pauvreté. Comme dit le sage, si tes projets portent à 1 an, plante du riz. À 7 ans, plante un arbre. Et à 100 ans, forme les hommes. Mehdi est l'archétype du jeune homme instruit qui se veut moderne et qui s'ouvre au monde. Je ne peux pas décider d'épouser une fille après l'avoir vue seulement 1 heure. Ce n'est pas suffisant. C'est une décision dangereuse parce qu'on ne se connaît pas. Pour moi, c'est impossible. À l'opposé de Mehdi, il y a ce jeune homme qui se nomme Ali et qui veut épouser sa petite amie de 15 ans. Selon la loi, un juge peut autoriser le mariage d'une jeune fille de 15 ans à condition que le dossier soit en règle. Le code de la famille exige expressément le consentement mutuel des 2 époux. Un problème, c'est que la fille, elle n'est pas adulte, ou bien elle n'est pas âgée plus de 18 ans. La Moudawana, ou bien le statut qui organise cette activité, ne donne pas l'ordre ou bien de passer, de rédiger l'acte. Alors, le dossier est compliqué grâce à son âge.
Comme la petite amie d'Ali n'a pas l'âge légal, elle aura besoin de la permission de son père pour que le mariage soit célébré pendant le Moussem. Malgré l'aide précieuse de la scène, Ali va devoir patienter pour savoir s'il sera autorisé à se marier. Il est anxieux. La convocation surprise au tribunal d'Imilchil a réuni Mohamed, Fatima et son père, qui boivent le thé en attendant la réponse du juge et des autorités. Fatima n'est visiblement pas habituée à être dans un café en compagnie d'hommes. Mais cette rencontre inattendue réjouit Mohamed. Je suis content qu'on ait pu se retrouver ici. Le lendemain est un vendredi, et même dans ce marché bondé, il faut impérativement s'arrêter pour faire la Salat ul Jumu'ah, la grande prière qui a lieu ce jour-là dans toutes les mosquées du monde. La mosquée du quartier est tellement comble que les fidèles sont obligés d'installer des tapis de prière dehors. Les cris des animaux couvrent presque l'appel à la prière de l'imam. Mais les fidèles ne se laissent pas distraire. Le Moussem offre bien des contrastes et des surprises. La tradition côtoie la modernité, la religion, des préoccupations plus terre à terre. Mehdi explore le marché. Le jeune berbère moderne est attiré par un étal qui vend des piquants de porc épic, réputés pour leur pouvoir aphrodisiaque. Le vendeur garantit leur efficacité et propose aussi du mercure, qui est traditionnellement utilisé pour les peines de cœur ou pour ceux qui sont en quête de l'âme sœur. Les jeunes se laissent aller à de nombreuses œillades. La frénésie est palpable, même si les jeunes femmes gardent le visage voilé par respect des traditions sociales et religieuses. Fini le temps où l'on trouvait un conjoint pendant le Moussem et où l'on se mariait juste après. Aujourd'hui, les propositions de mariage se font essentiellement par le biais de connaissances de la famille restées dans les villages. Mais le Moussem reste l'occasion de rencontrer physiquement les différentes candidates. Un des jeunes hommes a du mal à se contenir. Il a beaucoup d'attentes. J'aimerais me marier ici et ramener ma femme dans mon village. Là-bas, je pourrais lui enseigner mon dialecte. J'espère qu'elle aura les mêmes goûts que moi, si Dieu le veut. J'adore les femmes d'Imilchil parce qu'elles ont de beaux yeux noirs. Elles sont très séduisantes. J'adore leurs robes traditionnelles. Les femmes d'ici sont très courageuses. Nos femmes aussi sont belles, mais depuis quelque temps, leur comportement change. Elles fument et boivent de l'alcool. Je le regrette. Les femmes d'Imilchil ont une façon de penser plus traditionnelle. Et c'est ce que je recherche. Il est important de ne pas trop se laisser emporter par l'énergie érotique et le charme romantique de ce festival. Surtout quand il s'agit de faire des achats. Fabriquer des tapis et des vêtements est le travail quotidien des femmes berbères. Ici, elles peuvent moderniser leur matériel. Côté quincaillerie, les hommes peuvent renouveler leur équipement métallique pour la maison et la ferme. On vend des abreuvoirs pour les animaux. Ceux qu'on utilise dans les fermes partent bien. On vend aussi des radiateurs industriels, des haches, des fenêtres, des portes ou des malles de vêtements. En ce moment, les tribus Aït Abdi se préparent pour les mariages.
C'est pourquoi ils cherchent des mâles. Il faut qu'on les vende toutes. La pluie s'est mise à tomber dans l'après-midi. Mais les prévisions météo sont bonnes pour le lendemain, le jour des mariages. Cet événement annuel est un mélange de salon de l'agriculture et de festival de rock. Et il nécessite la même endurance et la même énergie. Les 38 couples qui vont se marier ont besoin de se reposer avant la cérémonie. Le grand jour est enfin arrivé. La place du marché commence à s'éveiller. Le lieu de cérémonie qui jouxte le tombeau du saint est encore bien calme. Mais les marchands s'apprêtent à vivre l'un des jours les plus fastes de l'année. Dans le Haut-Atlas, les mariages traditionnels ont des rites bien à eux. Mais il y a une atmosphère ce jour-là que l'on retrouve partout dans le monde. Dans la maison de la future mariée, la famille prend un petit déjeuner léger avant de partir pour le mariage. Il faut prendre des forces pour cette grande journée qui s'annonce. Fatima les rejoint un peu plus tard. Elle semble assez détendue à cette heure de la journée. Sa mère va ensuite chercher la handira. Cette couverture nuptiale richement tissée est portée par la jeune fille le jour de son mariage pour symboliser le début de sa nouvelle vie dans la famille de son époux. Les handiras sont souvent blanches et cousues de paillettes, mais d'autres, comme celle de Fatima, sont plus colorées et ornées des motifs de la tribu. Celle-ci est noire, avec de fines rayures blanches et rouges, symbole de paix et de sincérité. Elle est typique des Haïtaza, la tribu à laquelle la famille de Fatima appartient. Père et fille montent ensuite en voiture pour se rendre au Moussem. Ils laissent derrière eux le village assoupi et empruntent, tout comme des milliers de gens, des routes poussiéreuses pour rejoindre le lieu des réjouissances. Contrairement aux mariages occidentaux qui célèbrent la mariée et son futur époux, le Moussem est un événement collectif qui met l'accent sur les obligations juridiques. Les célébrations en famille interviendront plus tard. Fatima se fraye un chemin à travers la foule. Elle croise d'autres fiancés dans différentes tenues. De nos jours, seule la moitié des mariages berbères du Haut-Atlas ont lieu lors du festival. Mais l'événement reste extrêmement important. Il y a toujours beaucoup d'attentes un jour comme celui-ci. Mohamed se prépare pour son mariage et les hommes de sa famille sont là pour le soutenir. Près de la tente des mariages, les responsables berbères, comme la Sen, portent la tenue traditionnelle. La Sen apprécie ses coutumes, tout en adoptant une approche pratique. Le traditionnel, c'est que ça blanche, et la djellaba blanche aussi. Et il me manque seulement les chaussures qui sont blanches, comme les mariés. J'ai oublié mes babouches parce que j'ai peur de tomber la pluie et ça mouillait. Les représentants du gouvernement marocain sont là. Ils portent des costumes modernes. Leur présence montre l'intérêt de l'État pour cet événement annuel fondamental dans la société berbère.
Autrefois, c'était un moyen de recenser la population et d'avoir des renseignements plus précis sur les tribus. Les Berbères ont récemment obtenu des droits vis-à-vis de leur culture et de leur langue, même si l'État continue à contrôler de près tous les aspects de la vie publique. Les cérémonies sont toujours très médiatisées et attirent une foule de journalistes locaux et étrangers qui cherchent à filmer le caractère unique de l'événement. L'imam commence par entonner une prière où il demande la bénédiction d'Allah. L'atmosphère n'a absolument rien de romantique. Ces unions collectives revêtent avant tout un aspect juridique. Mohamed et Fatima attendent leur tour. Un huissier vérifie qu'ils sont libres de se marier et qu'ils n'enfreignent aucun article du code du mariage. Ils reçoivent ensuite une enveloppe de 1000 dirhams, l'équivalent d'une centaine d'euros, en cadeau de l'État. Parmi les couples, il y a Ali et sa toute jeune femme de 15 ans qui a obtenu l'autorisation de se marier avant l'âge légal. Comme toujours dans les mariages, après les formalités, place à la fête et à la liesse. Les véritables réjouissances peuvent enfin commencer près du tombeau du saint. Voici les danseurs d'Aïdou, dont les chants, la musique et les mouvements rythment les fêtes tout au long de l'année, en particulier au moment des moissons. On partage ensuite une immense galette qui symbolise l'abondance des récoltes et l'union des familles des époux. Pour les jeunes mariés, la journée se poursuit avec des rafraîchissements servis dans les bâtiments du gouvernement, pendant que sous les tentes, le marché bat son plein. Fatima Moumoua travaille dur pour vendre le pain de la coopérative. Elle porte une tenue magnifique pour l'occasion. Il ne serait pas surprenant qu'elle attire le regard d'un des hommes du festival. Qui sait, une nouvelle étape de sa vie va peut-être commencer ici. Monsieur Ouja garde un œil sur les étals pour s'assurer que les emplacements sont respectés et que tout se passe bien. Mais il va bientôt assister à un moment cher à son cœur et dont il pourra être fier en tant que père. Rituel incontournable de la journée, la procession où traditionnellement, la mariée monte sur une mule blanche avec une chèvre, symbole d'opulence, et un enfant, symbole de fertilité. Elle se dirige vers le domicile conjugal, alors que devant elle se déroule le duel rituel à coups de branches de palmier, pour voir si le marié sera assez patient pour être un bon mari. Cette année, le rôle de l'enfant est joué par Khalid, le fils de Monsieur Ouja. Après être descendu de la mule, il est chaleureusement accueilli par son père, qui est fier et heureux de voir son fils au centre des événements. Forts de leur nouveau statut, Fatima et Mohamed font leur première course ensemble dans le marché.
C'est leur premier moment d'intimité et ils ont l'air détendus, alors que Fatima cherche de nouveaux vêtements. Ils s'arrêtent pour boire un jus de fruits, pause salutaire dans cette journée fatigante. La tradition qui veut que l'on trouve l'âme sœur et qu'on se marie pendant le Moussem reste très forte. Mais par bien des aspects, le mode de vie des Berbères est en train de changer, même si leur identité reste une véritable fierté. L'accès à l'éducation et à la modernisation de la société change les relations entre les hommes et les femmes. Les rapports entre époux évoluent et le monde du travail s'ouvre aux femmes. Je veux que les femmes soient présentes partout et qu'elles aient la liberté de choisir leur mari. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé avec la technologie, la télévision et les médias. Ça fait réfléchir sur les problèmes liés au mariage et aux relations hommes-femmes. Pour le moment, je ne veux pas penser au mariage. Je préfère me concentrer sur mes études. Je veux travailler dur pour trouver un meilleur emploi et pouvoir donner de l'argent à mes parents. Ensuite, je penserai au mariage. La fête se poursuit alors que la nuit tombe sur les montagnes du Haut-Atlas. Mohamed et Fatima attendent la voiture qui les ramènera chez eux. Ils ne célébreront leur union que lorsque la jeune mariée aura rejoint le domicile conjugal pour commencer leur vie à deux. Mais leur voyage a déjà commencé. Espérons qu'ils trouvent le bonheur ensemble.